Il a été l'un des hors-la-loi les plus célèbres qui a sévi aux États-Unis durant les années 1880 et 1890. Il s'est associé à divers complices durant sa vie de braqueur. Il a été membre du plus célèbre groupe de bandits durant cette époque, le Wild Bunch. Son complice le plus fidèle se nommait Harry Longabaugh, alias le Sundance Kid. Sa mort est des plus mystérieuses. On croit qu'il a survécu et a par la suite coulé des jours heureux. Voici l'histoire de l'un des plus grands braqueurs de l'histoire, Butch Cassidy. Butch Cassidy est venu au monde le 13 avril 1866 à Beaver, en Utah. Son nom véritable était Robert Leroy Parker. Il était l'aîné d'une grande famille de 13 enfants. Cassidy avait été élevé dans la religion. Ses parents étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Maximilien Parker avait épousé Anne Gillis en 1865. Leur premier enfant sera Robert Parker. Alors qu'il n'est qu'un adolescent, Robert Parker choisit de quitter le nid familial. Sa famille vivait dans une religion stricte et était très pauvre. Le jeune homme sentait qu'il devait quitter pour d'autres horizons, pour une vie meilleure. Il y a des rencontres qui vont définir votre vie. Une seule personne peut vous influencer dans la bonne ou la mauvaise direction, et vous allez la suivre par la suite, sans que vous vous en rendiez compte. Votre existence venait d'être tracée. Après divers boulots, Robert Parker rencontra Mike Cassidy, qui était un voleur de bétail et de chevaux. Le jeune Parker avait été bien accueilli par les Cassidy. Il sentait que c'était sa véritable famille. C'est ainsi qu'il changea son nom pour celui de Butch Cassidy, en l'honneur de ceux qui avaient pris soin de lui. Précédemment, il avait travaillé pour un boucher à Rock Springs, au Wyoming, d'où son surnom de Butch. Si Butch Cassidy avait trouvé une famille, il avait aussi rencontré les mauvaises influences. Il allait à son tour suivre l'exemple des Cassidy. Il allait devenir un voleur, un braqueur qui serait un jour l'un des hommes les plus recherchés au pays. Dès 1880, alors qu'il n'a que 14 ans, le jeune homme choisit déjà de défier la loi. Il était entré illégalement dans un magasin de vêtements pour voler un pantalon. Il avait laissé un mot où il affirmait qu'il reviendrait payer quand il le pourrait. Malgré une plainte formelle, la cour va acquitter le jeune garçon. Durant les années 1880, le jeune Cassidy est considéré comme quelqu'un de gentil. Tout le monde l'apprécie et tout laisse croire qu'il n'a tué personne durant cette décennie. Il travaillait dans les ranchs les premières années. Il se déplaçait jusque dans le Colorado, dans le Wyoming ou le Montana. On croit qu'il s'adonnait au vol de chevaux qu'il revendait par la suite. Durant tous ses déplacements, il fréquentait souvent la ville de Telluride au Colorado. Son premier vol d'importance se produira en juin 1889, alors qu'avec 3 complices, il braque la San Miguel Valley Bank à Telluride. Les 4 hommes volent une importante somme de 20 000 $. La justice ne parvient pas à retrouver la bande qui était partie se réfugier dans le territoire de l'Utah. Après s'être séparés avec plus de 5 000 $ chacun, les 4 bandits ont rapidement dilapidé leur argent dans les bordels et le jeu. Il semblait donc évident que ce vol serait le premier d'une longue liste où les policiers ne pourront jamais retracer Butch Cassidy, qui était maître pour se mettre à l'abri. Cassidy donnait l'impression de vouloir s'assagir. En 1890, il achète un ranch à Dubois, dans le Wyoming. Une vie de rancher semble l'attendre, mais il ne s'en contente pas. Il continue à voler du bétail et des chevaux. En 1894,
il rencontre une femme hors la loi, Anne Bassett, avec qui il va nouer une relation amoureuse. La chance de Cassidy finit par tourner la même année. Il est arrêté pour vol de chevaux et pour avoir dirigé un système de crime organisé. Il récolte une peine légère de 18 mois de prison, ce qui était très peu pour un crime qui avait mérité la pendaison quelques décennies auparavant. À sa sortie de prison, il renoue avec Anne Bassett, après avoir fréquenté pour un court instant Josie, la sœur de Bassett. Ce séjour en prison n'influença aucunement l'attitude de Butch Cassidy. Au contraire, loin de s'apaiser, Cassidy va monter en intensité. Avec l'aide de bandits, il va former la célèbre bande surnommée The Wild Bunch, la Horde sauvage. On y retrouvait William Ellsworth, alias Elzy Lee, qui était à cette époque le meilleur ami de Butch. Ellsworth va aider son ami pour la planification de vols de banque. Il avait aussi eu, pour un temps, une relation amoureuse avec Josie Bassett, la sœur d'Anne. C'est dans ce groupe que Butch Cassidy va rencontrer un autre personnage célèbre de l'Ouest américain, un homme qui va l'accompagner durant de longues années, un homme avec qui il va nouer une amitié solide. Harry Longabaugh, alias le Sundance Kid, sera un homme sur lequel Cassidy va pouvoir s'appuyer en toutes circonstances. Sundance avait commencé sa vie criminelle dès ses 20 ans. En 1887, il commence sa carrière de voleur de chevaux. Il est rapidement capturé et doit purger lui aussi une peine de 18 mois de prison. Il adopte le nom de Sundance durant cette période. Après sa libération, il travaillera par la suite dans un grand ranch, au Bayou Ranch, qui se trouve aujourd'hui en Alberta, au Canada. Bien qu'il travaillait dans un ranch, ses activités criminelles continuaient. On le soupçonna d'être membre du gang qui avait braqué un train en 1892, ainsi qu'un vol de banque en 1897. Par la suite, il va faire la rencontre la plus importante de sa vie, Butch Cassidy, qui deviendra son plus grand ami. La horde sauvage comprenait d'autres bandits qui étaient bien connus des autorités. Ben Kirkpatrick, alias The Tall Texan, Will News Carver et Harvey Logan, surnommé Kid Curry. Cette bande va semer la terreur pendant de nombreuses années. Ils ont réussi une longue liste de vols de banque, sans que les autorités policières ne parviennent à les arrêter. Après chaque vol, Butch Cassidy avait institué une règle. Le groupe ne devait pas rester ensemble. Tout le monde prenait une direction différente pour un temps. Le moment venu, le groupe du Wild Bunch se reformait. Un premier braquage eut lieu en 1896 à Montpellier dans l'Idaho. Un vol de 7000 $ qui réussit parfaitement, mais ce n'était que le début. Le groupe va continuer de sévir au Nouveau-Mexique, au Nevada et dans le Wyoming. Aucune banque ou train n'était à l'abri du Wild Bunch. L'une des forces du groupe était qu'ils se déplaçaient sans cesse, ce qui rendait la tâche des forces policières difficile. L'une de leurs cachettes se trouvait au Hole in the Wall Pass, dans le Wyoming. La réaction des citoyens à cette époque était un mélange de crainte et d'admiration. Il était évident que l'on craignait la présence de ces bandits et qu'on ne voulait sûrement pas être confronté avec eux. D'un autre côté, la réputation sans cesse grandissante du groupe de la Horde sauvage
avaient suscité une certaine admiration du public. Leur exploit était relaté dans les journaux de l'époque. Butch Cassidy était maintenant un nom connu de tous. À mesure que les vols se succédaient, leur importance grandissait elle aussi. C'est maintenant un vol de plus de 70 000 $ que la bande parvient à accomplir à Folsom, au Nouveau-Mexique. Le 2 juin 1899, c'est un autre grand coup qui fait la une de tous les journaux. La horde sauvage attaque le train de l'Union Pacific à Wilcox, dans le Wyoming. Les passagers sont tous dévalisés. L'impressionnante somme de 60 000 $ est dérobée. Une importante poursuite a eu lieu après le braquage. Cette fois-ci, les conséquences seront graves. Sundance Kid et George Curry abattent le shérif Joe Hazen. Malgré le nombre imposant d'hommes de loi à leur poursuite, la horde sauvage parvient encore une fois à échapper à ses poursuivants. Le vol de l'Union Pacific a déconcerté la compagnie. Ce n'est pas la première fois qu'elle est victime de la bande de Butch Cassidy. Une rumeur s'est propagée à l'époque. L'Union Pacific a proposé à Butch Cassidy un pardon pour toutes ses attaques et lui aurait proposé même un travail. Butch Cassidy aurait refusé cette offre. Est-ce que cette offre a réellement existé? Il est impossible de le confirmer de façon certaine. Mais s'il existait une certitude à cette époque, c'est que la compagnie Union Pacific était incapable de se protéger contre la horde sauvage de Butch Cassidy. Le braquage près de Wilcox semble être celui de trop pour la bande de Cassidy. L'Union Pacific fait pression sur les autorités policières. Il faut arrêter cette bande coûte que coûte. La compagnie met le paquet en engageant par la suite la fameuse agence de détectives Pinkerton. La pression est maintenant forte sur Butch Cassidy et le Sundance Kid. Depuis 4 ans, ils se rient de tous. Mais maintenant, de grandes forces sont engagées contre eux. Ils ne pourront continuer à fuir bien longtemps. En juillet 1899, la bande s'attaque maintenant à un autre train à Folsom au Nouveau-Mexique. Encore une fois, le vol est plus difficile. Une fusillade entre la bande et les hommes de loi se produit. Le shérif Edward Farr et son adjoint Henry Lowe sont tués par Elsie Lee. Cette fois-ci, le groupe de braqueurs ne s'en sort pas impunément. Elsie Lee ne parvient pas à s'échapper. Il est arrêté et condamné à la prison à vie au Nouveau-Mexique. Cette perte est énorme pour Cassidy, qui perd son meilleur ami avec le Sundance Kid. C'est maintenant une chasse à l'homme qui est engagée contre le Wild Bunch, qui sont maintenant les bandits les plus recherchés aux États-Unis en cette année 1899. L'étau se resserre et Cassidy et le Sundance Kid se séparent du groupe. En ce qui concerne les autres membres, ils connaîtront un sort divers. Certains seront arrêtés et emprisonnés, d'autres seront abattus, et certains, comme le Kid Curry, parviendront à s'échapper. Même si on s'appelle Butch Cassidy, ce n'est jamais une bonne idée d'avoir l'agence de détective Pinkerton à ses trousses. L'enquête pour retrouver les 2 complices est intensive. Les agents de Pinkerton se rapprochent sans cesse. Cassidy et Sundance jugent qu'il est temps de bouger avant qu'il ne soit trop tard. En compagnie de la petite amie de Sundance, Etta Place, ils se rendent dans un premier temps à New York. Puis, c'est le départ pour la grande aventure. Les fugitifs embarquent en direction de l'Amérique du Sud. En 1901, les 2 hommes se rendent en Argentine, où ils poussent l'audace en attaquant une banque. Par la suite, ils se rendent en Bolivie. L'Amérique du Sud est le dernier arrêt pour Butch Cassidy.
Il semblerait que les premières années de Cassidy et du Sundance Kid auraient été plutôt calmes. En compagnie d'Etta Place, ils auraient mené une vie discrète. Ils auraient acheté une petite maison près de Cholila, dans la province de Chubut. Le trio aurait mené une vie sans histoire, bien qu'il n'existe aucune certitude à ce sujet. En février 1905, il est fort possible qu'ils aient été les auteurs d'un braquage à la banque de Tarapacha Argentino à Rio Gallegos, en Argentine. Une somme de 100 000 $ aurait été dérobée. Les deux hommes se sont échappés et on a été amené à penser que les auteurs étaient Butch Cassidy et le Sundance Kid. Il semble que les deux complices sont réellement les auteurs de ce vol et qu'ils avaient décidé de recommencer leur vie criminelle. Ils vendent la maison de Cholila en mai 1905. Un mandat d'arrêt est officiellement émis contre eux par le gouverneur Julio Lezana, mais le trio est averti de l'existence de ce mandat. Ils parviennent à se déplacer avant que les agents de Pinkerton, qui sont toujours à leur trousse, n'arrivent. Pendant 6 mois, les choses vont sembler se calmer, mais en décembre, les 3 complices vont récidiver en pillant la Banco de la Nación à Villa Mercedes, qui se trouve à 650 km de Buenos Aires. Fidèles à leurs habitudes, une longue poursuite va suivre. Plusieurs hommes armés vont tenter de les rattraper, mais rien à faire. Cassidy et le Sundance continuent à être les rois de l'évasion. Ils se retrouvent de nouveau en sécurité au Chili, à l'abri des Argentins. Le 30 juin 1906, Etta Place quitte définitivement les deux hommes. Elle souhaite une vie plus calme et sent qu'il est temps de s'arrêter avant que le malheur la rattrape. Le Sundance Kid la ramène jusqu'à San Francisco avant de repartir rejoindre son ami Cassidy en Amérique du Sud. Il existe diverses versions concernant les dernières années de Butch Cassidy et du Sundance Kid. On ne s'entend sur aucune version officielle. Après avoir reconduit Etta Place à San Francisco, Sundance Kid serait revenu auprès de Cassidy. Ils auraient travaillé tous les deux dans une mine d'étain à Santa Cruz en Bolivie. Ils auraient trouvé un endroit où s'établir. Ils auraient mené une vie calme et honnête. Ça, c'est l'histoire gentille qui nous raconte une fin heureuse de 2 grands braqueurs de banque. Mais il existe d'autres rumeurs qui nous amènent des histoires beaucoup plus crédibles et qui semblent coller beaucoup mieux à la réalité de nos 2 grands braqueurs. Une autre rumeur fait mention qu'ils auraient acheté un ranch à Chubut en Argentine en 1902, mais ils retombèrent dans une vie criminelle dès 1906. Ils auraient parcouru plusieurs pays en Amérique du Sud. Ils auraient recommencé à braquer des trains et des banques jusqu'en 1909. Des soldats les auraient cernés près de San Vicente en Bolivie. Sundance Kid aurait été abattu et Butch Cassidy se serait suicidé. Mais les rumeurs ne s'arrêtent pas là. Une autre histoire avance qu'ils ont survécu tous les deux jusqu'en 1911 et que ce sont des soldats qui les auraient abattus lors d'un braquage de banque. Le mystère sur le destin de Butch Cassidy est sans fin. Cassidy aurait simulé sa mort et serait retourné aux États-Unis sous un nom d'emprunt, William Phillips. Il serait décédé d'un cancer en 1937 à Spokane, dans l'État de Washington. Il aurait donc survécu jusqu'à l'âge de 71 ans. Cette option est très sérieuse, car le dénommé William Phillips
a écrit un livre dans les années 20, The Story of Butch Cassidy, qui relate des faits que seul Cassidy connaissait. Lula Parker, la sœur de Cassidy, a elle aussi écrit un livre de son côté, Butch Cassidy, My Brother. Elle affirme que son frère a vécu aux États-Unis jusque dans les années 30. Selon elle, plusieurs personnes auraient rencontré son frère bien après son supposé décès. Officiellement, Butch Cassidy et le Sundance Kid sont décédés le 7 novembre 1908 dans une fusillade avec des soldats en Bolivie. Quoi qu'il en soit, le destin des deux braqueurs demeure un mystère et il demeure possible que l'une des thèses avancées soit réelle. Des analyses ADN ont été effectuées en 1991 et on ne peut affirmer avec certitude leur mort car les dépouilles n'auraient jamais été formellement identifiées. Lula Parker Bettenson était la sœur de Butch Cassidy. Elle a gardé le silence pendant 45 années sur la supposée disparition de son frère. Elle a fini par révéler la vérité. Elle dira « Butch, Sundance et Etta Place, une institutrice de Denver, avaient décidé de partir en Amérique du Sud. Etta, elle aimait vraiment Butch, même si elle était la petite amie de Sundance. Ils sont allés en Amérique du Sud pour prendre leur retraite. Vraiment, ils ont acheté une ferme et ils ont commencé à élever du bétail. Mais la loi les a poursuivis et les braquages de banques ont recommencé. En 1909, 7 ans après le départ de Butch et Sundance des États-Unis, l'armée bolivienne a annoncé triomphalement que des soldats avaient tué le couple de braqueurs après avoir volé une mine d'argent. La famille était en deuil. Elle avait entendu la nouvelle et elle avait pensé que c'était la fin de Butch. Mais 16 ans plus tard, une Ford Model T est arrivée au ranch familial. Un homme trapu, en tenue de ville, est sorti, dit Madame Parker Bettenson. Quand il souriait, nous savions que Butch était de retour. Il leur a dit que les deux tués par l'armée bolivienne étaient une paire de néophytes. Au moment de l'incident, Butch se trouvait dans une hutte indienne, à des kilomètres de là, en train de se remettre d'une piqûre de scorpion. Sundance était quant à lui en voyage d'affaires. Butch nous a dit que pour la première fois de sa vie, il se sentait un homme libre. La loi le croyait mort et il est heureux de le laisser croire ainsi. Il nous a dit de ne dire à personne qu'il était encore en vie et nous ne l'avons jamais fait. Il a par la suite dit que Sundance et Etta étaient également de retour aux États-Unis. Puis, un jour, il nous a dit qu'il était dans l'obligation de bouger. Il nous écrivait de temps en temps, mais je ne l'ai jamais revu. Butch Cassidy aurait passé le reste de sa vie comme trappeur et prospecteur en Alaska, au Wyoming et dans l'État de Washington. Il serait décédé à Spokane dans l'État de Washington en 1937. Il avait passé 3 jours avec Sundance Kid ce printemps-là, puis ils se sont séparés pour toujours. Sundance est décédé en 1957 et serait enterré à Casper dans le Wyoming sous le nom de Harry Long. Robert Leroy Parker est venu au monde en 1866 dans une famille religieuse qu'il quitta dès son adolescence. Rapidement,
il sombrera dans une vie criminelle. Il a changé son nom pour celui de Butch Cassidy. Il était un voleur de chevaux avant de former la célèbre bande du Wild Bunch, la Horde sauvage. Avec ce groupe, Cassidy a semé la terreur pendant 4 longues années avec une longue liste de braquages. Le temps a fini par rattraper son groupe. Tous les membres ont été tués ou capturés les uns après les autres. Cassidy et son fidèle ami le Sundance Kid se sont échappés en Amérique du Sud en 1901. Il semble qu'après quelques années de tranquillité, les 2 hommes ont recommencé leur vie criminelle en braquant les trains et les banques. On ne connaît pas de façon certaine le destin de l'un des plus grands braqueurs qui a vécu aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Il était craint par les banquiers et les compagnies de chemin de fer, mais admiré par une partie de la population. On admirait celui qui n'avait peur de rien et qui n'avait jamais fait de mal aux simples citoyens. Butch Cassidy et le Sundance Kid sont 2 figures légendaires. Ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire de l'Ouest américain. Leur destin demeure un mystère.